Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Que s'est-il passé en France ces 40 dernières années pour que l'on soit arrivé à une société menacée par un islamisme radical? Sur quoi a-t-on fermé les yeux? Qui n'a pas voulu voir? Et surtout, qui a financé? Certes, il y a eu les grandes attaques terroristes qui ont éveillé l'opinion. Le Bataclan en 2015, en 2016, le prêtre Jacques Hamel, assassiné en son église normande, et le professeur Samuel Paty, décapité en 2020 pour avoir montré les caricatures du prophète Mahomet dans son cours où il expliquait justement la liberté d'expression. Mais le quotidien repart vite dans l'oubli d'un pays qui vit de plus en plus séparé. Alain Chouet, vous avez été haut responsable pendant 35 ans à la DGSE. Bonjour, merci Bonjour. de venir sur le plateau de France 24. Votre livre, 7 pas vers l'enfer, dresse le constat d'une ignorance qui a écrasé toute lucidité, j'allais dire, dans le pays. 40 ans, en fait, où on n'a pas voulu voir, ou alors on n'a pas su voir. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Alors, les deux, mon capitaine, l'affaire commence avec la fin de la guerre d'Algérie, où s'installe une immense incompréhension entre les migrants du Maghreb et la société française. Une société française qui se divise en deux, celle qui estime que l'aspiration des musulmans d'Algérie à l'indépendance était tout à fait raisonnable, qu'on s'est très mal conduit avec eux et qu'ils ont tiré des droits, des créances sur la France qui les avait opprimés. Et puis, une autre frange de la société qui a estimé que nous avions perdu notre seule colonie de peuplement, dans laquelle nous avions instauré les lois françaises, c'était des départements français, etc., que ça aurait dû rester à la France, et que nous n'avions perdu l'Algérie que par une sorte de trahison des militaires et des clercs. Et alors là, on a eu deux positions inconciliables qui ont fait que ensuite il est devenu impossible d'avoir un dialogue quelconque sur toutes les problématiques, quelles qu'elles soient, éducatives, sociales, d'emploi, etc., qui pouvaient concerner nos immigrants venus du Maghreb. Et là, je voudrais tordre le cou un peu à l'histoire du grand remplacement. L'histoire humaine est faite de migration, de gens qui vont à droite, à gauche, qui fuient les guerres, les conflits, et qui vont voir si l'herbe est plus verte. On ne fera pas l'économie de ça. L'histoire humaine continuera à être une affaire de migration. Notre problème actuellement est celle d'un certain nombre de nos voisins européens, c'est de savoir si une douzaine de pays d'Europe doivent être le déversoir mondial de toutes les migrations du monde. Mais ça, c'est pas un problème qui concerne uniquement notre relation avec le Maghreb. Donc, grand emplacement, non, ça n'existe pas. Incompatibilité entre l'islam et la démocratie, ça n'existe pas non plus. Ça, c'est un point aussi de votre livre, c'est de dire que finalement, cet islam politique qu'on pointe toujours du doigt en disant si on est à un moment donné musulman, dans ces cas-là, on fera toujours prévaloir la religion au détriment d'un pays, donc de la France. Ça, vous la balayez aussi. Je la balaye complètement parce que en 1945, tous les pays musulmans du monde étaient sous statut colonial. À partir de 1945, ils sont devenus indépendants pour la plupart. Il y avait que l'Arabie Saoudite qui n'avait pas été sous statut colonial. Et tous se sont dotés de régimes qui étaient soit des républiques parlementaires, soit des monarchies constitutionnelles. Alors, soit fonctionnaient de façon un peu folklorique, pas exactement sur nos modèles, mais c'était des régimes proto-démocratiques qui ont été ensuite remplacés par des dictatures autoritaires sous la pression de l'affrontement Est-Ouest, mais avec des régimes militarisés qui faisaient encore moins de référence à l'islam que leurs prédécesseurs. Et l'islam a bien montré qu'il n'était pas du tout incompatible avec des formes d'expression démocratique. Ce qui est incompatible avec une forme démocratique, ce n'est pas l'islam, c'est le salafisme. C'est-à-dire une lecture tout à fait particulière de l'islam. C'est là où on va aller parce que votre livre, justement, montre, vous êtes effectivement des renseignements français, vous avez observé dans différents pays où vous avez pu aller, que ce soit la Syrie, que ce soit le Liban, le Maroc, vous avez été en poste, mais aussi l'Irak par exemple, l'Égypte. Vous avez sillonné tous ces pays-là et vous avez vu se mettre en place un islam, que ce soit le courant des frères musulmans, que ce soit le courant du salafisme. Et là, vous voulez justement expliquer qu'il y a eu une intention d'agir sur le territoire français. Alors, un peu de sémantique, les frères musulmans sont des salafistes. Le salafisme, c'est la lecture des textes sacrés, du Coran, mais aussi de la Sunna,
telle qu'elle était pratiquée pendant les 30-40 premières années du califat sous l'impulsion de Mohamed et des 4 califes qui lui ont succédé. Après, ça dérive. L'islam, à partir des 50 années après le message de Mahomet, commence à dériver, à s'adapter au monde qu'il conquiert, à s'ouvrir et à se libéraliser pour certains, un peu moins pour d'autres, mais enfin, surgissent de nombreuses écoles d'interprétation, dont beaucoup vont dans le sens de la modernité. Et ça, on l'oublie au tournant des années 1970, fin des années 70 dans le monde, parce qu'un certain nombre de pays réactionnaires dans le monde musulman, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Pakistan, aujourd'hui la Turquie, ont décidé, trouvé malin, de se réapproprier la lecture fondamentaliste du Coran pour imposer une autorité absolue, non démocratique à leur population. Alors, je reviens sur la politique actuelle. Ces pays, ce qu'il faut qu'on comprenne, ces pays dont on parle souvent sur France 24, nous sommes une chaîne internationale, donc on parle souvent justement de l'influence de ces pays, que ce soit la Turquie, que ce soit l'Arabie Saoudite, on en parle dans d'autres pays. On oublie souvent de parler de la France. Ces pays, clairement, ils avaient une politique qu'ils voulaient appliquer à la France et nos politiques ont fermé les yeux. Ils n'ont pas délibérément appliqué une politique à la France, ils ont appliqué une politique aux musulmans de France. Pas pareil. C'est-à-dire qu'ils ont souhaité que les musulmans de France ne soient pas tentés par l'aventure démocratique, de façon à respecter l'ordre théocratique qu'eux ont imposé. Je mets une image, c'est-à-dire qu'une femme musulmane française sans voile, ça dérange ces pays-là ? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que ça prouve qu'elle commence à adhérer à des valeurs qui pourraient éventuellement l'amener à exiger le droit de vote, la démocratie, etc. Et que ça a été les premières, on l'a bien vu dans les années 60, à la fin des années 60 en France, quand une immigration de travail maghrébine s'est installée en France, on a bien vu que l'intégration se faisait par les filles. Les filles qui bossaient comme des folles, allaient au lycée, voulaient faire des études alors qu'elles étaient des fois dans des conditions matérielles extrêmement difficiles, et qui ont, pour beaucoup, réussi. Moi, on en parlait avec une de vos collègues l'autre jour. Regardons nos plateaux télé, on voit plein de jeunes filles issues, clairement, de nos minorités maghrébines qui ont parfaitement réussi. Ça a été moins le cas des garçons. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé au fait qu'aujourd'hui, on a en France toute une population musulmane française avec laquelle il n'y a pas de problème, la grande majorité. Oui. Et comment est-ce qu'on en arrive à avoir dans ce pays des reportages qui font l'actualité parce qu'ils montrent un islam intégriste dans une ville, Roubaix, abandonnée, où on voit des commerces effectivement de poupées sans visage et donc qui parlent clairement d'un islam radicalisé. Bon, alors toutes les migrations qui ont eu lieu vers la France, qu'elles viennent de Pologne, d'Italie, les gens ont eu tendance à se regrouper par affinité dans certaines villes, dans certains quartiers ou dans certaines régions. Ça a été la même chose pour nos compatriotes originaires du Maghreb. Et dans certains endroits, là où ils s'étaient regroupés, ils ont constitué une clientèle électorale que les personnels politiques français. Et ça s'est fait la même chose en Belgique, dans un certain nombre de communes, en particulier autour de Bruxelles. Il y a un certain nombre de responsables politiques locaux qui ont découvert qu'il y avait un bassin d'électeurs possible et qu'il fallait leur faire plaisir. Là-dessus, les agitateurs traditionnels du salafisme, que sont en particulier les frères musulmans, direct sur le terrain, que sont les wahhabites de plus loin avec une politique du chéquier, puis ensuite les Qataris avec le soft power, puisqu'ils sont arrivés au moment PSG, de l'Internet. Le PSG. Par exemple, tous ces gens-là se sont dit, on va favoriser les interlocuteurs françaises qui favorisent notre stratégie vis-à-vis des minorités musulmanes émigrées. Là, on est sur la fin de cet entretien. La responsabilité des politiques, elle est très grande finalement. Vous avez 40 ans derrière vous d'expérience. Vous avez vu des gens qui ne voulaient pas entendre bien parler de ça. C'est ce qu'on appelle la bien-pensance. Bien sûr. C'est ça qui a détruit la France ? Oui, c'est désespérant. C'est un peu mon désarroi. Mais c'est pas seulement qu'on n'ait pas voulu entendre quelque chose, c'est à clou dans mon genre, n'est-ce pas, parce que dans le renseignement, on n'est pas bien malin, mais c'est que les alertes sont aussi venues du monde universitaire, du monde de la presse, parce qu'il n'y a pas que des journalistes idiots, vous le savez, qui ont fait des enquêtes parfaitement documentées, et en particulier, donc, aussi, de toutes les recherches universitaires
qui ont été faites, dont on a essayé de faire des restitutions et dont on a bien souvent été empêché, comme il y a 2 ans à la Sorbonne, où un colloque sur l'islamisme, le djihadisme et les pénétrations a été interdit sous la pression des syndicats. Alain Chouet, vous avez quitté la DGSE, vous êtes resté un fin observateur. On n'a pas observé le monde pendant des années sans avoir l'œil aujourd'hui éclairé. Qu'est-ce que vous voyez dans la société française? Vous écrivez ce livre justement pour donner un leg, pour pousser les gens à aller dans une direction? J'ai écrit ce livre parce que ma crainte, aujourd'hui, n'est pas l'islamisation de la France, c'est une absurdité. Ma crainte, et passez-moi le terme parce qu'il est vulgaire, c'est des ratonnades. C'est qu'à un moment, des populations françaises dites de souche, il n'y a pas beaucoup de Français de souche, moi je ne le suis pas, des populations françaises dites de souche, qui voient en permanence ce spectacle que vous évoquez à Roubaix ou ailleurs, sortent les fusils, les fourches et autres, et qu'on assiste à ce qu'on appelait dans les années 60 des ratonnades, où on ne fera pas la distinction entre nos bons arabes, nos mauvais arabes, nos bons musulmans, nos mauvais musulmans, les femmes, les hommes et autres. Et ça, c'est ma grande crainte actuellement. Quand on explique, comme vous le faites dans ce livre, quand vous montrez le biais des financements, vous espérez éclairer, vous pensez que les gens sont encore capables d'écouter et de faire la différence? Non, nos gouvernants savent parfaitement à quoi s'en tenir là-dessus, hein, sur l'argent qui irrigue. Alors ils cherchent là des solutions, on le voit bien, mais ils savent très bien d'où vient l'argent, d'où vient l'influence, et comment, éventuellement, en négociant bien, on pourrait essayer de s'en sortir. Mais il faudra 2 générations. 2 générations au moins. Merci beaucoup Alain Chouet pour cet entretien. Bonne continuation sur France 24. Et je rappelle le titre de votre livre, 7 pas vers l'enfer. Merci de m'avoir reçu.